Bon, eh ben écoutez, bonjour à toutes et à tous, hein, bienvenue à cette donc quatrième et dernière séance du séminaire sur les grands textes de la schizoanalyse, séance qui est donc intitulée Schizoanalyse et cartographie schizoanalytique. Et donc pour cette quatrième séance, dont le grand texte de référence sera 1000 plateaux, texte que Deleuze et Guattari ont publié en 1980, soit presque 10 ans après la publication de l'Anti-Oedipe en 72 et 5 ans après la publication de Kafka pour une littérature mineure qu'on a étudiée donc lors de la dernière séance. Et je trouve aussi donc grand texte de la schizoanalyse qui pourrait aussi passer pour en quelque sorte le magnum opus de Deleuze et Guattari, puisqu'il réunit une masse de savoir et de réflexion sur tous les domaines du savoir tout à fait considérable. Mais fort heureusement, pour aborder ce massif immense de la pensée, j'ai l'immense plaisir et privilège de recevoir ce soir à cette donc séance du séminaire Manola Antonioli. Manola Antonioli, qui est donc une philosophe française d'origine italienne qui travaille depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années sur la notion de carte et de cartographie schizoanalytique, sur l'œuvre de Deleuze, de Maurice Blanchot, de Jacques Derrida, et aussi et surtout, vous le verrez pour ce qui nous concerne ce soir, sur la notion de géophilosophie, qui a été donc mise en place par Deleuze et Guattari, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui avait donné lieu donc au deuxième livre publié de Manola. Et je n'en dis pas plus pour l'instant parce que j'y reviendrai, je ferai un bref commentaire de ce livre que je trouve tout à fait admirable et qui m'a donné envie d'inviter Manola Antonioli à ce séminaire. Et pour la petite précision, donc ce terme de géophilosophie est un terme qu'on retrouve aussi comme titre du chapitre 4 de Qu'est-ce que la philosophie, qui est le dernier grand texte écrit par Deleuze et Guattari, enfin vraisemblablement plus par Deleuze à cette époque que Guattari. Alors, donc avant de commencer, de vous introduire à la thématique, qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui veut enregistrer. Quelqu'un veut enregistrer ? Excuse, mais... Ok, alors je dis rien. Lydia Mozart, on dit non. Excusez-moi, pardon, je reprends donc. Alors, avant donc de vous introduire au thème et à l'esprit de cette dernière séance autour de 1000 plateaux, puisque nous ne pourrons pas parler, bien entendu, de tout cet ouvrage, donc on va essayer de trouver un angle critique, une perspective pour cheminer. Je vais quand même vous présenter, pour qui ne connaîtrait pas encore Manola Antonioli, je vous la présenter en quelques mots. Alors, Manola Antonioli, comme je le disais, donc, est philosophe. Elle est docteure en philosophie et en sciences sociales, diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales, donc école dans laquelle elle a soutenu une thèse sous la direction de Jacques Derrida, une thèse qui portait à l'époque sur l'écriture de Maurice Blanchot, et elle est aujourd'hui professeure de philosophie à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris. Et enfin, elle est chercheuse au laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement, la vue du CNRS. Et en plus donc de son activité professorale, Manola Antonioli est l'autrice de plus d'une quinzaine d'ouvrages qui portent tous ou qui se situent plutôt au croisement de plusieurs champs disciplinaires, et notamment bien sûr l'axe principal de ce croisement reste l'histoire de la philosophie, qu'on pourrait dire, je dirais, relu et corrigé par Deleuze, puisque le premier grand livre de Manola était Deleuze et l'histoire de la philosophie. Mais ces réflexions portent aussi au croisement de l'urbanisme et de l'architecture. Et là, je dirais, en tant que ces champs posent des questions à la philosophie. Et enfin, ces réflexions se situent aussi au croisement de l'écologie. Pour autant, là encore, que cette notion d'écologie soit entendue au sens large, c'est-à-dire à la manière dont
Donc Guattari employait ce terme dans les 3 écologies, et je reviendrai aussi, et surtout en tant que ce terme mobilise de multiples champs disciplinaires pour être correctement pensé. Et surtout, je dirais, cette question écologique ou ce croisement disciplinaire en tant que il mobilise cette notion dont je parlais au départ de géophilosophie, qui donc a donné son titre à ce livre de Manola Antonioli, que je remonte, que vous pouvez encore trouver sur Internet, et qui, en fait, a été écrit il y a déjà 20 ans, mais qui, et je le souligne vraiment, à mon sens, reste d'une actualité tout à fait brûlante, voire confondante, puisque en fait l'ensemble des thèmes qui sont déjà abordés à cette époque par Manola restent tout à fait pertinents aujourd'hui, voire même n'ont cessé de prendre en importance dans l'actualité. Et il me semble en fait que dans ce livre, il y a déjà l'articulation que mobilise Guattari dans ces 3 écologies. Alors un texte dont j'ai parlé mercredi dernier, et un texte, j'y reviendrai, sur lequel Manola consacre tout un cycle de séminaires, donc je crois de 6 ans. Donc c'est la première année, donc si le texte vous intéresse, n'hésitez pas à suivre le séminaire de Manola, parce qu'il va y avoir énormément de réflexions faites à ce propos, mais qui en fait donc articule encore une fois 3 dimensions. On pourrait dire la dimension subjective, la dimension politique et la dimension écologique. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, je dirais que son livre, si vous l'ouvrez, tout de suite pose cette question, alors massive bien sûr en philosophie, de la question du sujet dans son rapport à la pensée, tout à fait massif, et de la pensée dans son rapport au devenir, mais pour autant que ces questions engagent, voire déterminent sans que nous le sachions, notre rapport à la fois au monde, mais à la nature, et par implication à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes en tant que sujet dans ce rapport au dehors. Et donc aussi en tant que sujet politique, puisque ça repose la question de cette identité qu'on va poser comme étant plus ou moins close ou plus ou moins ouverte, selon qu'on définira de telle ou telle manière le sujet, la pensée et le devenir. Il y a ensuite un autre axe tout à fait fondamental qui est celui de la question du désir de ce sujet dans son rapport à l'expression, et aussi la question de l'expression dans son rapport au langage ou au médium. Quel langage sémiotique utiliser, quel médium utiliser pour poser une expression selon quel désir. Et là encore, tous ces axes de réflexion philosophique nous engagent, voire nous déterminent, sans que nous le sachions, dans notre rapport à, cette fois, notre corps, et je dirais notre corps pulsionnel, pouvant exprimer ou non certains besoins, certains désirs selon tel ou tel contexte, et donc aussi qui nous engage en tant que citoyens, bien sûr, mais aussi en tant que consommateurs, et j'irais même jusqu'à dire que consommateurs pulsionnels, pris dans les fonctionnements du capitalisme, justement, tel que l'analyse Deleuze et Guattari, dans ce que Guattari appelle le capitalisme mondialisé et intégré, le CMI. Et enfin et surtout, dernier grand axe, c'est celui de la question, encore une fois, de la crise climatique et écologique qui nous menace, et là encore aussi que Manola analyse avec les outils conceptuels forgés par Deleuze et Guattari, notamment dans Mille plateaux, mais pas que, on verra, et qui lui permettent de produire cette analyse géophilosophique ou écophilosophique, puis c'est un autre terme forgé par Guattari, et qui aussi, ça je trouve ça très intéressant, qui lui a permis, en articulant ces 3 problématiques, je dirais, de rester attentive tout au long des années à la création et à la manière dont tout un ensemble de devenir minoritaire, de devenir activiste, que ça soit dans le champ de l'écologie, dans le champ de l'art, dans le champ de l'urbanisme, dans le champ de l'architecture, continue à s'efforcer de faire bifurquer ce monde qui quand même s'oriente plutôt vers le pire, et qui continue à proposer des réponses concrètes, en fait, et des réponses qui, parce qu'elles sont concrètes, je dirais, maintiennent au moins à petite dose, si possible à forte dose, de l'optimisme, là où aujourd'hui, au fond, le vent d'une forme de pessimisme, d'une forme de malaise généralisé souffle de plus en plus fort.
Alors, pour terminer cette présentation et passer enfin donc la parole à Manola, j'aimerais rapidement quand même revenir, faire un tout petit zoom sur la problématique générale de ce séminaire, les grands textes de la schizoanalyse. Parce qu'au fond, je vous ai montré au début que le titre que j'ai donné part de la schizoanalyse et va vers la cartographie. Et vous verrez que jusqu'ici, le point essentiel de ce séminaire était d'extraire des grands textes de la schizoanalyse des concepts, des idées, des manières de faire pouvant nous aider à repenser la clinique. Hein. Et la clinique, c'est-à-dire vraiment la clinique analytique, l'accueil des patients. Donc il y avait toute une dimension dans ce séminaire vraiment dédiée à la question du soin et de la clinique. Alors, je vais peut-être faire un petit zoom rapide pour ceux peut-être qui n'auraient pas suivi les séances précédentes. Bonsoir. En effet, lors de la première séance du séminaire, qui était dédiée à la lecture de l'Anti-Oedipe, on pourrait dire le texte séminal de la schizoanalyse, eh bien, ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est à comprendre ce que pourrait être et devenir une clinique schizoanalytique des sujets dits psychotiques. Et que l'histoire institutionnelle de la psychiatrie tenait pour étant rétif au dispositif analytique classique, à la question du transfert ou d'autres choses. Et donc pour faire ça, c'était, si vous vous souvenez, Florent Gabaron-Garcia qui était venu pour essayer de nous aider à penser cette possibilité de mettre en place une clinique schizoanalytique à orientation ou ouverte au sujet donc dit psychotique. Et puis la deuxième séance du séminaire s'était consacrée à l'analyse du texte L'inconscient machinique et à cette question de savoir comment les enjeux d'une clinique schizoanalytique pouvaient nous aider à repenser ce qu'on a appelé la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire comment soigner l'institution. Et à cette occasion, c'était donc Jean-Claude Pollack qui était venu ici pour à la fois nous proposer une lecture, je dirais, concrète de ce texte très théorique, sinon de Guattari, l'inconscient machinique, tout en évoquant toute cette histoire institutionnelle de la clinique de la Borde dans laquelle Guattari travaillait. Et puis enfin, lors de la troisième séance de ce séminaire, qui s'est focalisé cette fois sur donc, le texte Kafka pour une littérature mineure, et là, on s'était posé la question de savoir en quoi la schizoanalyse pouvait nous aider, nous, psychanalystes, à repenser une clinique dite mineure, c'est-à-dire une clinique capable d'accueillir les sujets dits queer ou appartenant à des minorités de genre ou de race. Et là, c'était donc Fabrice Bourlaise, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Queer Psychanalyse, qui était venu nous proposer cette lecture. Or, aujourd'hui, il va s'agir, au fond, pas tant d'extraire des textes de Deleuze et de Guattari des éléments pouvant repenser la clinique au sens étroit du terme, mais au fond plutôt de se pencher sur l'œuvre Mille plateaux de Deleuze et Guattari en nous demandant quels pourraient être les outils conceptuels qu'on pourrait extraire de ce texte pour mieux nous aider à penser. Et là, comme la dernière fois, je le réécrirai avec les deux, penser avec un E, c'est-à-dire conceptualiser ce qui nous arrive, la triple crise qui nous arrive, mais aussi la pensée avec un 1, c'est-à-dire comment faire des efforts pour la soigner, pour la réparer, pour la surmonter. Hein. Donc au fond, là, il s'agit d'une clinique politique ou d'une clinique élargie dans laquelle on pourrait se demander qu'est-ce qu'on peut encore trouver d'intéressant avec de l'avenir pour nous aider à affronter au mieux cette triple crise à laquelle nous sommes confrontés. Je répète, la crise climatique, la crise sociale et la crise subjective. Et en quoi la notion de carte et de cartographie telle que l'ont développée Deleuze et Guattari peut être remobilisée pour justement faire face à cette triple crise. Alors voilà, je vais peut-être pas prendre plus de temps que ça, et je vais donc maintenant passer la parole à Manola Antonioli pour qu'elle puisse un peu nous évoquer ce que lui inspire déjà peut-être cette introduction et surtout ce
ce qu'elle pense être des concepts ou des devenirs porteurs d'avenir dans l'œuvre de Deleuze et Guattari. Voilà, donc je passe la merci parole. beaucoup pour cette invitation. Moi, je ne suis pas du tout psychanalyste. Hein. Donc, par contre, je m'intéresse et je pense de façon de plus en plus, entre guillemets, systématique à des liens entre la philosophie et la psychiatrie qui passe par Guattari et donc par la psychothérapie institutionnelle et cette entité un peu mystérieuse qu'on appelle la schizoanalyse, hein, de laquelle je pense que vous avez débattu largement. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à une définition provisoire, mais en tout cas, je pense que la définition ne peut être que pragmatique et provisoire. Par ailleurs, ce printemps, j'ai passé un temps fou à Sainte-Anne. Ça peut être un peu inquiétant parce que là, et d'ailleurs dans ce même amphi, parce que la revue à laquelle je participe depuis très 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 longtemps, qui est une revue qui continue de s'appeler avec beaucoup de débats sur cette appellation, revue de schizoanalyse, qui est Chimère, a organisé pas mal d'événements ici. Donc, il y a eu une performance de Nicolas Fries qui partait de textes de Guattari. On a fait avec Catherine un après-midi ici qui concernait Guattari et le cinéma. Et là, tu m'as invité et on est invité déjà pour mars 2024 avec Florent Gabaron-Garcia. Donc, je pense que je vais m'installer à résidence à Sainte-Anne et je vais en profiter pour me faire soigner. Voilà. Donc déjà, 2023, ça a été une année de résidence à Sainte-Anne et en parallèle de résidence à la Borde. Donc, tout ça, ça tombe bien. Donc, Mille Plateaux, effectivement, on n'en avait pas parlé en ces termes, mais c'est exactement ce que je vais essayer de faire. Donc, on ne va pas faire un cours magistral sur Mille Plateaux, ce qui serait assez insensé. Mais je vais essayer de vous expliquer comment je m'en sers moi et comment je pense qu'on peut s'en servir et comment il y a plein de gens qui s'en servent de plus en plus. Donc, d'abord, on a tendance à oublier, tu l'as rappelé au début, qu'il s'agit du deuxième tome d'un ensemble qui s'appelle Capitalisme et schizophrénie. On a tendance à l'oublier parce qu'il y a 8 ans de différence entre les deux ouvrages, que le contexte intellectuel et thématique traités pour plusieurs raisons sont différentes et que ce sous-titre de Capitalisme et schizophrénie a été pendant un certain temps un peu mis de côté et notamment à cause du succès et des débats, de la réception complexe à laquelle a donné lieu l'Anti-Oedipe. Et surtout qu'au moment où ce livre est sorti, la réception, pour le peu que j'en sais, je n'étais pas là, mais je pense que la réception a été beaucoup moins immédiate que l'Anti-Oedipe, qui suscitait tout un tas de débats pour les critiques qu'il adressait directement à la psychanalyse. Et je pense que c'était une réception difficile en 1980 parce que ce qu'ils ont fait, ces deux messieurs, à mon avis, ça a été d'anticiper tout un tas de choses qui concernent l'économie, l'art, la politique, etc. Donc, ils ont commencé à voir se profiler les tendances, les lignes de force, mais qui commencent à prendre forme plus concrètement pour nous aujourd'hui. Après, ça a été dit plein de fois, je ne fais que le répéter, c'est ne fût-ce que la notion de rhizome qui est devenue beaucoup plus compréhensible à partir du moment où il y a eu Internet. Internet qui était quelque chose que Guattari, dans ses textes divers et variés, anticipait très clairement dans des choses comme l'ère post-média, avec un optimisme peut-être excessif compte tenu de ce que ça a donné, mais l'aspect positif, c'est que tout en étant assez désespéré, il gardait un espoir concernant effectivement les possibilités qu'aurait suscité un réseau de petites technologies qui permettrait, donc c'est lui qui s'est occupé beaucoup des radios libres, etc., qui permettrait aux utilisateurs de s'approprier les instruments technologiques et de leur donner un contenu. S'il avait imaginé que le contenu, c'était Facebook, les photos de ce qu'on mange au resto, et de la mère, et du chat, et du chien, du petit-fils, peut-être il se serait suicidé. Mais il est mort assez jeune pour ne pas assister à cette dramatique évolution de l'ère post-média. Donc,
moi, mon impression, c'est que Mille Plateaux, effectivement, a tracé des pistes extrêmement intéressantes. Et moi, personnellement, j'ai mis un temps fou à comprendre de quoi ça parlait. Hein. Par contre, non, je n'ai pas compris, hein, mais par contre, quand j'ai compris comment ça marchait, comment ça fonctionnait, en gros, je ne l'ai plus quitté et je continue de m'en servir tout le temps. Et là, je pense vraiment que cette fameuse expression de la boîte à outils de Foucault, qui maintenant est galvaudée de tous les côtés, en même temps, elle est très parlante pour moi parce que cet objet est dans un état absolument pitoyable, hein, mais effectivement, pour moi, c'est un peu comme un marteau dont je ne sais absolument pas me servir, mais de ça, oui. Hein, donc, je peux y chercher des choses. En général, je ne trouve pas des réponses, mais je trouve des pistes pour travailler. Donc, Mille Plateaux, déjà le titre, hein, il y a des commentateurs, amis, etc., qui considèrent qu'il y a un lien historique avec le plateau de Mille Vaches. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en même temps, on voit ce terme un peu extrêmement ouvert de plateau qui renvoie effectivement à la géographie, hein, à la réalité géographique du plateau, mais qui renvoie aussi à un plateau de théâtre, de cinéma, parce qu'il y a des choses assez étonnantes qui se jouent sur cette scène-là, même si dans l'Anti-Oedipe, il développe des attaques assez fortes contre la scène théâtrale de la psychanalyse. Là, en même temps, on peut dire qu'il y a plein de personnages conceptuels, comme ils diraient tous les deux, mais effectivement, ça peut être lu aussi comme un spectacle théâtral. Hein. Ce n'est pas exclu de le lire de cette façon-là, à mon avis. Et après, il y a aussi cette idée qui me vient à l'esprit tout le temps, qui est celle d'un plateau technique. Parce que compte tenu de toutes les machines qui circulent, un peu moins dans Mille Plateaux, mais qui circulent, mais qui circulent un peu partout dans capitalisme et schizophrénie, effectivement, il y a aussi quelque chose qui nous renvoie à cette dimension machinique. Après, 1000, pourquoi 1000? Je pense parce que théoriquement, effectivement, là, il y en a 15, mais ils auraient pu devenir beaucoup plus. Et en tout cas, il y a un mécanisme qui fait que chaque plateau se démultiplie de l'intérieur, ce qui peut être aussi une difficulté de lecture, parce que ce sont des plateaux conséquents qui semblent aller dans toutes les directions. Donc, essayer de s'y retrouver, là, effectivement, c'est une question d'orientation géographique. C'est extrêmement pas complexe, mais c'est un jeu de pistes un peu. Ensuite, l'autre chose qu'on peut remarquer dans le fonctionnement de cet objet compliqué, c'est que tout est daté. Hein? C'est-à-dire quand vous allez voir, normalement on dit tous, je ne sais pas, la géologie de la morale, postulat de la linguistique, etc., etc., mais il y a toujours une date. Cette date est extrêmement importante. Je pense que c'était un héritage nietzschéen très fort. C'est-à-dire que l'événement, là aussi, ce qui est au centre de cette réflexion, c'est aussi l'événement. Donc, ce qui arrive et ce qui arrive de façon imprévisible. Hein. Derrida, qu'en général, on ne lit pas avec Deleuze et Guattari, mais on a tort, parlait de l'événement comme effectivement quelque chose qui vous tombe dessus sans horizon d'attente. Hein. Donc, l'intérêt du livre, c'est effectivement, si vous le découvrez, vous ne pouvez pas trop anticiper ce qu'il y aura à la page suivante parce qu'effectivement, vous êtes pris par quelque chose qui crée, quand ça marche bien, un événement. Par contre, il y a plein de personnes à qui Mille Plateaux ne dit absolument rien, qui n'arrivent absolument pas à rentrer dans ce texte et qui sont extrêmement persuadés qu'il s'agit de quelque chose d'inutile, incompréhensible, un pur délire de pseudo-philosophe. Probablement parce que l'aspect positif pour moi aussi, c'est que c'est un texte que malgré tout, plus que l'Anti-Oedipe, échappe aux commentaires. Hein. C'est-à-dire que si vous essayez de faire, même les philosophes les plus systématiques, impitoyables, etc., n'arrivent pas, à ma connaissance, à faire un commentaire complet, exhaustif de Mille Plateaux, contrairement à ce qui a été fait avec les ouvrages de Deleuze, hein, qui ont été tués, momifiés, sans aucune pitié. Deleuze aussi, il se serait suicidé, mais il s'est déjà suicidé, donc il n'a pas pu assister à la réception de son œuvre. Non, avec Deleuze, ça a été terrible, parce qu'en étant considéré comme le plus philosophe des deux, ce qui n'est pas difficile
à considérer, si on considère qu'il s'agit d'une philosophie académique universitaire, il a été très vite rattrapé par le commentaire, mais un commentaire extrêmement scolaire et de plus en plus scolaire qui lui laisse très peu de respiration. Alors que Guattari a résisté beaucoup plus, maintenant il est en train un peu de céder, mais Mille Plateaux, ça reste quelque chose qui, malgré tous les commentaires qu'il y a, on commente un plateau, on commente une orientation de l'ouvrage, mais il est difficile de donner une interprétation exhaustive, de donner les clés de Mille Plateaux. Ce qui permet à Mille Plateaux de continuer à fuir un peu dans tous les sens. Et j'ai l'impression, moi, mais peut-être que les psychiatres et psychanalystes ont un autre regard, j'ai l'impression que ça fuit beaucoup plus que l'anti-Édipe. Ça, on pourrait en discuter. C'est-à-dire que l'anti-Édipe, à un moment, peut-être parce que je suis ignorante dans le domaine, à un moment, on a l'impression un peu d'en avoir fait le tour, ou au moins une grande partie du tour, alors qu'ici, non, on est toujours un peu perdu. Donc, la chose qui m'intéresse, moi, c'est cette datation, cette réflexion sur l'événement. Et la réflexion sur l'événement, d'abord, elle fait le centre du plateau 8. 3 nouvelles ou qu'est-ce qui s'est passé, dans lesquelles, effectivement, à partir de la lecture de nouvelles, dont la fameuse nouvelle de Fitzgerald sur la fêlure, effectivement, ils ont une réflexion sur ce que ça veut dire que l'événement et de quel type de ligne se constitue l'existence de chacun. Et notamment, il y a une réflexion qui, d'après moi, n'est pas du tout étrangère au travail de Guattari avec les schizophrènes, qui est la réflexion sur la fêlure radicale qu'on ne peut pas recomposer, comme le schizophrène, à un certain moment, ne peut plus recomposer les fragments qui constituent son corps et son esprit. L'autre chose que je trouve très intéressante, c'est la transdisciplinarité, transversalité, mais réelle. Dans le sens qu'il ne s'agit pas tellement de faire un chapitre sur la linguistique, un chapitre sur la géographie, etc. Mais il y a un nombre assez incroyable de références à toutes sortes de disciplines qui traversent le livre et qui font aussi qu'il peut être réapproprié par des personnes qui ne sont pas du tout philosophes, mais qui sont des artistes qui s'en servent de plus en plus, des psychiatres et psychanalystes, des linguistes, des économistes. Ça, c'est assez nouveau, mais ça commence, parce qu'effectivement, il y a aussi une réflexion extrêmement développée sur l'économie, une prise de position par rapport à l'héritage de Marx et réflexion sur la notion de valeur en économie, réflexion sur la monnaie, la théorie de la monnaie, qui les amène à faire une théorie qui est extrêmement contemporaine, du coup, du capitalisme comme quelque chose qui conjugue un mouvement de déterritorialisation absolue et un mouvement de réterritorialisation fou. Et ça, on s'en rend compte de plus en plus. Vous avez le capitalisme néolibéral, les frontières doivent être abolies. Là, ce mois-ci, un très bel article dans le Monde diplomatique sur cette histoire des frontières et de l'ambiguïté des frontières dans le capitalisme. D'une part, on vous dit que les frontières sont abolies, que nous pouvons circuler où nous voulons, etc. Mais cette circulation sans règles concerne l'argent et les marchandises. Et par contre, dès qu'il s'agit de la circulation des personnes, l'État redécouvre sa fonction de Urstadt et ferme toutes les portes et toutes les frontières. Et ça, c'est une dynamique qu'on voit de plus en plus. Et c'est une dynamique effectivement schizophrène. En tout cas, c'est une dynamique de folie. Il suffit de réécouter... reparcourir la série d'événements, de discours, etc., qui s'est déroulée dernièrement entre Darmanin et l'autre, et Macron, pour comprendre qu'effectivement, là, on est entré dans une forme de folie ultime du capitalisme néolibéral. Folie qui peut être une bonne nouvelle si on considère qu'ils sont en train de crever et que donc ils sont pris par la panique de la mort qui approche, ou bien... pour le moment, les analyses sont un peu plus pessimistes parce que pour le moment, ils ont l'impression de créer cet ensemble très inquiétant qui est à la fois fascisant et réterritorialisant et en même temps déterritorialisant avec les conséquences politiques que l'on connaît et qui effectivement sont la fameuse implosion barbare dont parlait Guattari qu'il faudrait conjurer et qui n'est jamais
lointaine. Donc, vous avez tout un tas de questions qui sont traitées. Moi, personnellement, effectivement, depuis l'écriture du livre qu'évoquait tout à l'heure Frédéric, je me suis intéressée beaucoup à une approche géophilosophique. C'est eux-mêmes qui l'ont appelée géophilosophique parce qu'on ne la trouve pas qu'ici. Hein. On la trouve dans... Qu'est-ce que la philosophie? Il y a un très beau chapitre sur les origines territoriales et territorialisées et ensuite déterritorialisées de la philosophie. Et c'est une ligne de recherche qu'on trouve partout et notamment on la trouve aussi chez Guattari, indépendamment de sa collaboration avec Deleuze, parce qu'effectivement, les cartographies, les cartes sont un outil qui l'accompagne toujours dans son travail et notamment de la manière qu'il a d'interpréter l'inconscient dit machinique, dans le sens où il considère que l'inconscient machinique, ce n'est pas quelque chose qu'on interprète, mais quelque chose dont on fait une cartographie le plus possible mouvante. Et tout ça, vous le trouvez expliqué de façon absolument formidable dans la première partie de l'inconscient machinique, livre qui a la réputation d'être lisible comme tous les bouquins de Guattari, à part peut-être les 3 écologies. Oui. Mais en réalité, il y a plein de bouts qui sont totalement lisibles, que vous pouvez, qu'on peut, je pense, séparer de la totalité. Au moins, je le fais sauvagement, mais je pense que tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, à l'inconscient machinique, ça commence avec cette idée de cartographier l'inconscient et ça se termine avec une magnifique lecture de la recherche du temps perdu de Proust, qui maintenant commence à être étudiée même par les proustologues, ce qui est assez étonnant, et donc qui est aussi une cartographie de la recherche du temps perdu. Hein. Donc c'est un instrument dont il se sert pour beaucoup de choses et il s'en sert notamment pour la littérature. Littérature qui, comme vous le savez, est un autre élément qui circule toujours dans ces pages, dans les pages de tous les deux, en passant par Kafka, beaucoup de Blanchot, même en filigrane malgré tout. Blanchot, que d'ailleurs on retrouve constamment dans les séminaires d'Oury, c'est qui m'étonne toujours, mais la présence est constante. Donc il y a aussi cette relation très étroite aux arts et à la philosophie. À la littérature. L'autre, le point sur lequel je suis en train de travailler maintenant, c'est un plateau. C'est pas que le plateau, mais c'est à partir de ce plateau-là que j'ai eu toujours, moi personnellement, beaucoup de difficultés à aborder, qui est le plateau 3, la géologie de la morale. Hein. Donc, vous voyez que la géologie de la morale, qu'est-ce qu'ils font? Une opération très jolie, je trouve. Ils reprennent la généalogie de la morale de l'ami Nietzsche et en font une géologie. Et donc, en gros, il y a toute une théorie, qu'on ne peut pas résumer ici, mais extrêmement passionnante de ce que ça veut dire la Terre. Donc, l'autre élément que je trouve très passionnant dans ce livre, c'est que, ça a été dit par des collègues qui ont fait des très beaux articles là-dessus, c'est qu'en filigrane, mais pas seulement en filigrane, il y a tout un questionnement de la déconstruction des liens entre nature et culture. Donc, des thématiques extrêmement contemporaines, elles aussi, qui ont été reprises actuellement par tout un tas d'auteurs que vous connaissez, à partir de Descola, mais toute l'écologie politique, tous les ouvrages sur la Terre. Hein. Et alors, c'est passionnant parce que la Terre ici est à la fois une entité naturelle et une entité politique. Une entité politique, elle est partout aussi dans l'Antiédipe, parce que ce qui est étudié notamment dans l'Antiédipe, dans la fameuse histoire universelle, c'est la manière dont les formations politiques et historiques s'inscrivent dans un territoire, une terre, comment elles s'y enracinent ou comment elles se déracinent ou comment elles vivent dans la tension entre ces deux dimensions, toujours une dimension territorialisante et une dimension déterritorialisante. Et donc, ce chapitre sur la Terre me paraît extrêmement passionnant, parce que ça permet effectivement petit à petit, de reconstruire cette approche de la nature. Et en plus, c'est un cas assez rare. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Mais pendant longtemps, ça a été un cas assez rare.
dans laquelle la Terre n'est pas du tout quelque chose de figé, hein, mais c'est quelque chose, la Terre ne se meut pas, là elle se meut pas mal, mais c'est quelque chose qui nous emporte et qui emporte tout un tas de vivants, non vivants, etc. Donc la Terre n'est pas du tout un principe de sédentarisation, la Terre devient plutôt un principe de nomadisme, c'est qui est une vision des choses un peu contre-intuitive, mais sur laquelle, par exemple, je voudrais faire le séminaire au Collège de Philo de l'année prochaine, de voir comment effectivement cette terre devient une entité de plus en plus importante du point de vue de la politique, du point de vue de la géographie, du point de vue de l'écologie. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec la terre? La fameuse Gaïa de Bruno Latour, hein, qui a remis cette question à l'ordre du jour il y a quelques années, mais qui est traitée ici d'un point de vue tout à fait différent. Et cette terre en question, ça me permet aussi de faire le lien du côté de Trois écologies de Félix Guattari. Pourquoi? Parce que si vous allez lire les Trois écologies, vous avez lu, vous en avez parlé. Oui. Donc, l'idée de base, pour aller vite, c'est qu'il devrait y avoir une circulation incessante entre l'écologie environnementale et l'écologie mentale et l'écologie sociale. Sauf que quand vous lisez, peut-être que d'autres lecteurs ne seront pas d'accord, mais moi, oui, avec moi-même. Quand vous lisez les Trois écologies, vous vous rendez compte que l'écologie environnementale est totalement absente. C'est-à-dire à Guattari, de l'écologie comme fusion avec la nature mère, non anthropisée, etc., il en a apparemment rien à cirer. Mais c'est faux. C'est faux parce que, effectivement, toute cette relation par la terre et les territoires, elle se retrouve ailleurs. Donc, elle ne se retrouve pas thématisée de façon stricte, détaillée, etc., dans les Trois écologies, mais elle circule ailleurs, notamment par d'autres textes, comme Mille plateaux, qui a été écrit aussi par Félix Guattari. C'est que les philosophes oublient systématiquement. Hein. Vous pouvez lire des piles et des piles de bouquins de philosophes extrêmement attentifs aux références, aux notes de bas de page. C'est-à-dire que sur 500 pages, je vous dis Mille plateaux de Deleuze. Hein. L'anti-Édipe de Deleuze. Ça, c'est un problème gravissime qu'on n'arrive pas à régler parce qu'ils doivent être totalement persuadés que un philosophe sérieux et bien formé comme Deleuze, il ne pouvait pas vraiment échanger avec un personnage comme Guattari. Eh bien, oui. Donc, ils seront obligés tôt ou tard de l'accepter. Et c'est pour ça que pour le moment, cette lecture de Mille plateaux échappe un peu aux commentaires. Ben, en tout cas, moi, je m'en sers aussi comme ça, c'est-à-dire je m'en sers comme, et je vais m'en servir un peu comme élément qui permet de regarder ce que serait l'écologie dite environnementale du côté de Guattari s'il avait eu le temps ou l'envie de développer davantage ce point-là. Et d'ailleurs, le séminaire que j'essaie de faire au Collège de Philo, ce n'est pas du tout un commentaire de Guattari, mais c'est plutôt une manière de voir comment les trois directions qu'il a indiquées, donc l'environnementale, la mentale et la sociale, commencent à prendre des formes très... Là aussi, il y a eu une intuition assez puissante qui n'était pas que la sienne, parce que c'était à la même époque celle de gens comme Gortz, Illich, on en passe, mais qui finalement a anticipé, là encore une fois, toute une série de débats et de questionnements qui sont présents aujourd'hui dans le domaine de l'écologie politique et pas seulement. Alors, l'autre chose que je trouve passionnante, mais là, bien sûr, je ne suis pas la seule, c'est cette fameuse introduction sur le rhizome. Introduction sur le rhizome qui a été publiée une première fois en 1972 comme un texte indépendant et qui ensuite est devenu le plateau zéro, même si c'est le premier de Mille plateaux, et qui effectivement invite à penser tout à fait autrement, c'est-à-dire en refusant la structure arborescente du savoir, qui est celle qui a caractérisé le savoir, et aussi la structure du livre, hein, pendant très longtemps, et inviter à cette structure rhizomatique en forme de patate, dans laquelle on apprend à connecter les points différemment. Donc, je vous disais que
c'était effectivement à partir du moment où le réseau, le web, est devenu une composante quotidienne de notre existence, que cette notion de rhizome est devenue plus intuitivement compréhensible. En même temps, je pense qu'il ne s'agit absolument pas de la même, parce que celle d'Internet, malgré tout, est une arborescence. Hein. Donc, peut-être qu'elle le sera de moins en moins, mais pour l'instant, elle est aussi arborescente et utilisée en tant que telle. Donc, les rhizomes, c'est autre chose parce que les connexions, les directions, il faut se les inventer. Hein. C'est toujours l'idée du chemin qu'on construit en marchant, qui a été reprise par un philosophe, anthropologue qu'on lit beaucoup en ce moment, qui est Tim Ingold, hein, dans l'histoire des lignes. Lequel Tim Ingold cite Mill Plateau une seule fois ou deux dans tout ce qu'il a écrit, mais il le connaît très bien. Donc, vous avez un livre qui s'intitule Une brève histoire des lignes, hein, qui est une réflexion sur ce qu'on fait avec la ligne, mais ce qu'on fait avec la ligne dans les domaines les plus différents, là aussi, dans le chemin, dans la construction d'un chemin, dans la construction d'une méthode, dans l'art, dans l'écriture, dans la musique et dans l'architecture. Donc, c'est un livre qui offre lui aussi beaucoup, qui marche un peu comme un petit Mill Plateau et qui en est sûrement très influencé, même si ceci n'est pas très développé. Donc, l'idée de ce chemin qu'on invente en marchant, qui peut paraître là aussi assez banal, en réalité, il ne l'est pas. Et il suffit d'enseigner ou de pratiquer dans un hôpital, une école, une université. Vous savez à quel point essayer d'inventer soi-même le chemin ou de l'inventer avec des autres devient de plus en plus compliqué vis-à-vis de toute une série de tableaux Excel et, comment ça s'appelle, tableaux de compétences, etc., qui nous envahissent de tous côtés et qui ont la fonction primaire de nous empêcher de penser tout seul avec les autres. Alors là, maintenant, dans les écoles, dans les universités, il faudrait s'adonner à une activité magnifique à laquelle je me refuse catégoriquement, qui est mais je pense que dans les hôpitaux, etc., ça doit exister aussi, qui est l'auto-évaluation par compétence. Donc, moi, je serais censée dire et écrire. Et ça enthousiasme totalement mes collègues. Hein. Moi, je n'arrive même pas à comprendre ce qu'on me demande. C'est-à-dire, j'arrive à le comprendre et c'est la raison pour laquelle je me refuse catégoriquement à le faire. Donc, l'auto-évaluation par compétence consiste à dire, hein, c'est que les étudiants doivent apprendre à la fin de chaque semestre. Hein. Donc, par exemple, un philo, je ne sais pas, semestre 1, il doit savoir lire Heidegger, semestre 2, etc. Vous vous rendez compte à quel point c'est absurde d'imaginer que quelqu'un apprend des choses par semestre, hein, et en fonction d'un programme. C'est absurde. C'est complètement à l'encontre, effectivement, de tout ce qu'on essaie d'élaborer ici. Ensuite, pour vous parler de ce que j'en ai fait cette année, mais pas toute seule, avec plein de gens, ce qu'on en a fait, c'est que une collègue qui est économiste et sociologue, qui s'appelle Antonella Gorsani, et moi-même avons décidé de faire un atelier de lecture collective, de Mill Plateau. Donc, en gros, on a utilisé, vous me direz, c'est une entreprise assez masochiste, mais nous l'avons fait, c'est très compliqué. Donc, on a pris une méthode de lecture que peut-être quelques-uns parmi vous connaissent, qui est celle de l'arpentage, qui était utilisée par les ouvriers au 19e siècle pour lire le Capital collectivement. Et donc, il consiste à distribuer un texte parmi des groupes de personnes qui n'en savent rien, qui n'ont pas forcément les compétences et les connaissances nécessaires pour en faire le commentaire, qui le lisent en groupe et qui après en font une restitution collective. La restitution collective, si tout se passe bien, on va devoir pouvoir, par exemple, restituer le plateau. Et on l'a fait avec des publics très différents, parce qu'on l'a fait avec des étudiants d'architecture, parce que ce sont les miens. On l'a fait aussi avec des artistes. On l'a fait dans plein de contextes différents.
Les seules fois où ça s'est mal passé, c'est avec un public qui voulait comprendre ligne par ligne ce qui était écrit dans le plateau. Parce que si vous voulez comprendre ligne par ligne un exercice comme ça collectif qui dure quelques heures, vous devenez fou. Hein? Donc, ils essaient de dire, mais ça veut dire quoi, etc. Donc, on a tenté désespérément de leur dire que ce n'était pas l'enjeu de l'exercice, mais ça ne marche pas. Pour le reste, ça marchait très bien et ça a donné lieu à une exposition parce qu'à la fin de chaque atelier, il y avait un rendu graphique. Ça a donné lieu à une exposition qui est présente depuis fin février à la Message Paris-Nord. Et il y aura comment on dit ça à la fin, le vernissage, un décrochage le 29 juin, si quelqu'un veut passer. Et dans laquelle on a pu aussi, moi j'ai pu aussi rencontrer des étudiants de terminale de Saint-Denis qui ont eu une impression, qui n'avaient jamais entendu parler de Mille Plateaux, jamais entendu parler d'eux, mais pour qui, par exemple, les rhizomes, ça parle énormément, hein, parce que déjà, ça va à l'encontre de toutes les méthodes qu'on leur apprend pour réfléchir, et donc ça les fait rêver, hein, malgré tout. Mais ils étaient accompagnés par un professeur de philosophie qui était tout à fait favorable, effectivement, à subvertir les programmes et à subvertir les méthodes. Ça, c'est le travail, l'usage que j'en ai fait cette année. Donc, j'en ai fait un double usage qui est celui de effectivement faire cet arpentage collectif qui nous a pris un tas de temps, mais qui nous a permis de redécouvrir le contenu du texte de façon collective. Et j'en ai fait aussi un usage qui devra être considérablement approfondi, qui est un point de départ pour une réflexion d'écologie politique et philosophie autour de la Terre qui fera l'objet de la suite des événements. Voilà. Bon. Je ne sais pas si tu avais des questions. Ça fait déjà plus qu'une introduction, un survol tout à fait précis, en même temps précis et illuminant de Mille Plateaux. Moi, je me disais que peut-être on pourrait faire un petit zoom sur cette dimension de la Terre, de l'écologie qui est évoquée dans ce plateau 3 de la géologie de la morale, et parce qu'on avait déjà évoqué ça, je me souviens, oui, dans la séance 2 avec Jean-Claude Pollack, et je sais que tu évoques cette question aussi dans géophilosophie, du rapport entre ce qu'ils appellent le molaire et le moléculaire. Hein, pour le définir à grands traits, le molaire, ce serait les masses globales, les dynamiques sociales, et le moléculaire serait celui du niveau du désir, de l'inconscient, des particules. Et l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est de les opposer d'une manière stricte, hein, et de dire le molaire, c'est du côté de ce qui domine, ce qui aliène, de la superstructure, et le moléculaire serait la source vive, intensive du désir, de l'inconscient. Or, moi, il me semble que effectivement, dans la géologie de la morale, tout de suite, il se propose d'abord de redéfinir la notion de strate et la notion même de ce que c'est qu'un individu ou une totalité, en tant qu'elle est toujours le fruit d'une concrétion d'éléments extrêmement petits. Et que d'ailleurs, c'est à partir de là qu'ils vont redéployer, et c'est le plateau 4, toute une question renouvelée de la linguistique à partir de là. Et cette image qu'ils vont chercher dans une histoire de la géologie, de comment se lie une carte en profondeur des strates, comment se forment les strates, comment elles se dessinent, comment on les isole, et en fait, comment est-ce qu'elles sont le produit de forces qui viennent les écraser pour créer une matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, quand les particules se déposent au fond de la mer, avant que ça devienne du calcaire, il va falloir qu'il y ait énormément de choses qui se passent à la surface, pas d'une terre morte, mais de Gaïa, précisément, enfin d'une terre en vie, et à l'intérieur de laquelle, justement, ce va-et-vient molaire, moléculaire, est beaucoup plus complexe que ça, en fait, et redéfini même ce que c'est qu'un individu versus un élément, un atome, etc.
Je sais pas si... Je te le fais faire à toi, le séminaire au collège. On va faire la séance d'ouverture. Non, mais cette histoire, donc là, il y a deux fausses oppositions, justement, qui parcourent tout, qui sont territorialisation, déterritorialisation, réterritorialisation, et le molaire, le moléculaire, parce qu'effectivement, en les lisant, on a, eux, ils passent leur temps à les défaire, hein, c'est-à-dire ils disent continuellement, attention, nous parlons des moléculaires, molaires, mais nous ne sommes pas en train de les opposer, ni dans le discours, ni dans la théorie, ni dans la pratique, mais en réalité, il y a une telle habitude à la dichotomie dans la pensée que nous traduisons, nous avons tendance immédiatement à en établir une. Donc, on se déterritorialise, c'est bien parce que c'est la ligne de fuite, on découvre, on s'évade, etc. On se territorialise et c'est mal parce que c'est toujours la question entre le global et le local qui a été reprise aussi par Bruno Latour dans Où atterrir. Hein. C'est comment on pensait à une combinaison entre le local et le global. Et notamment un local qui ne soit pas celui des différents nationalismes, etc., qu'on connaît. Comment imaginer sortir de cette opposition totalement mortifère en ce moment en plus. Donc, l'idée, là, c'est qu'un territoire n'est jamais, comme un sujet d'ailleurs, c'est pour ça, un territoire n'est jamais un truc donné. Hein. Si quelqu'un vous dit que son territoire, c'est la France, hein, ça, on expliquait aux jeunes de terminale, ça, ils ont compris tout de suite. Hein. Si on leur dit qu'ici, c'est la France et qu'eux, ils sont étrangers, ils n'ont pas à être sous le territoire français, là, il suffit d'expliquer comment que ces territoires n'est pas du tout une donnée, qu'il n'y a jamais eu l'Hexagone France, hein, né de Charlemagne, hein, qui s'est prolongé jusqu'à nous, mais c'est une formation politique, culturelle, linguistique, effectivement. Et que donc, cette formation est mouvante et se définit par cette dynamique qui change toujours de déterritorialisation, réterritorialisation et déterritorialisation. Et le molaire et le moléculaire, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que c'est pas effectivement le petit, ceux qui s'échappent, ceux qui bougent, qui est positif, alors que le négatif, c'est l'État, la police et les grands trucs, ou la grande institution au niveau de la psychothérapie, par exemple, hein, parce que, par exemple, Loury, contrairement à l'antipsychiatrie, n'a pas abandonné l'institution comme étant le molaire qui forcément est mauvais, mais il a essayé de voir comment on pouvait la mettre en cause et la discuter de l'intérieur. Donc, un peu de moléculariser la molarité de l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que je disais? Donc, effectivement, non, et notamment, ça, c'est particulièrement évident dans les appareils de capture, la discussion sur les appareils de capture et les machines de guerre, dans lesquels il montre que même si l'État arrive effectivement à capturer toute une série de mouvements moléculaires et en faire des grandes entités molaires, fort heureusement, il y a toujours des lignes, des choses qui s'échappent, hein, des facteurs de quotient de moléculaire qui s'en échappent et qui ne peuvent pas être enfermés dans le moule du molaire, d'une certaine manière. Et comme tu disais, effectivement, là, c'est aussi un élément qui traverse aussi le plateau 4 et 5 sur la linguistique, parce qu'effectivement, dans une époque de prédominance du structuralisme et donc de la langue du côté de Saussure, eux, ils privilégient la parole et surtout la linguistique pragmatique qui explique comment chaque acte de langage se modifie en fonction du contexte avec l'intention qui lui est donnée. Donc, c'est quelque chose qui traverse un peu tout. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi, parce que tu parlais de... est-ce que la dimension vraiment écologique manque chez Guattari? Moi, j'ai quand même, ça m'a rappelé justement quand il retourne à l'anthropologue ou biologiste Valérin et qu'il déploie la notion d'autopoïèse. Et là aussi, et il le déploie dans l'inconscient machinique, et ça revient au plateau 11 de la ritournelle, où en fait on zoome dans le monde animal.
Et on voit vraiment des analyses hyper contemporaines sur la vie des oiseaux, la faculté des oiseaux à chanter des ritournelles pour s'approprier un territoire. Et j'y ai vu aussi beaucoup d'éléments connexes avec ce que déploie Donna Haraway dans Vivre avec le trouble, où elle part sur comment les pigeons territorialisent un territoire, comment l'homme fait un devenir avec le pigeon qui lui permet aussi de territorialiser d'autres territoires en ayant les pigeons voyageurs qui permettent de communiquer des informations à distance. Sans les pigeons, on n'aurait pas pu établir ce type de connexion, etc. Dans les champs non plus, dans les espèces comme ça. Voilà, dans les champs, etc. Et donc là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument novateur et anticipateur dans le fait d'être allé chercher dans la biologie. Ils sont allés chercher dans le discours sur la géologie, mais dans le discours de la biologie, une manière d'habiter la Terre qui anticipe effectivement cette idée qu'il n'y a pas de séparation entre l'homme et le reste du monde animal, ni entre le reste du monde animal et les strates géologiques qu'on pensait pourtant les plus mécaniques, froides, c'est-à-dire pas vivantes. Mais en fait, il réintroduit, j'ai l'impression, un principe de vivant. Alors, reste à définir, parce qu'il ne voudrait pas non plus que ce principe de vitalisme soit trop spiritualiste. Mais il faut quand même qu'il y ait du mouvement. Il y a du Bergson. Voilà, mais qui dépasse la cause égale l'effet, quoi. Et alors, voilà, en tous les cas, moi, Non, mais je me suis très mal exprimée, comme d'habitude, parce que je ne veux pas dire, effectivement, c'est que tu dis, c'est absolument vrai, c'est-à-dire il y a le chapitre sur la Terre, après il y a la ritournelle, où effectivement, là aussi, on explique comment un territoire, que ce soit un territoire géographique, un territoire existentiel, ou un territoire artistique, parce qu'il y a des pages assez magnifiques sur comment se constitue un lien entre musique et territoire. Ça, c'est vraiment très beau. Et lui, Guattari, il avait lu beaucoup d'éthologie. Donc, il y a le fameux oiseau dont il est impossible de prononcer le nom, le Cénoiopotétis. Bref, il y a un oiseau dont il observe, qui était visiblement un exemple utilisé par un ethnologue, qui définissait son territoire par tout un système de feuilles qui retournaient, etc. Et c'est un exemple qu'on retrouve constamment sous la plume de Guattari, et pas seulement ici, mais aussi dans l'inconscient machinique, dans laquelle c'est assez intéressant parce que la partie sous la visagété et la partie sous la ritournelle, vous les trouvez pratiquement en même temps dans l'inconscient machinique, mais dans la version Guattari-Sandeleuse. Et c'est assez intéressant de comparer les deux, mais dans les deux, il y a cet intérêt constant pour la biologie, sans parler de tout l'intérêt pour la théorie du chaos dans la cosmose, etc. Donc, effectivement, c'est pas faux, c'est totalement faux, en gros, qu'il ne s'intéressait pas à tout ça, mais je dis qu'il ne faut pas trop le chercher là où on s'attendrait à le trouver, c'est-à-dire dans les trois écologies ou dans les textes sur l'écosophie, mais qu'il faut plutôt le chercher dans d'autres textes, parce que probablement au moment où il définissait l'écosophie, il y avait d'autres thématiques qu'il souhaitait développer, notamment ce rapport avec la technique, avec les médias, avec l'espace-temps capitaliste, etc. Et pour revenir à ce que tu disais, il y a une expression qu'on trouve très souvent chez eux, mais aussi chez Deleuze tout seul, qui m'a toujours fascinée, qui est celle de la vie anorganique ou inorganique. C'est-à-dire que là aussi totalement contre-intuitif, parce que ce qui est vivant doit être organique, mais en même temps, la terre, c'est du sable, c'est des roches, c'est des... comment ça s'appelle chez Haraway, les petites bêtes qui grouillent dans la Toulousaine. Bref, mais en tout cas, si vous lisez Vivre avec le trouble, effectivement, la ressemblance entre les lectures. L'humus et puis l'humus. Non, il y avait un terme que là, je ne sais plus. En tout cas, c'est qui anime le Toulousaine d'une certaine manière. Il y a effectivement une affinité entre ce qui est écrit ici, qui est très troublante,
surtout parce que probablement Don Haraway s'intéressait peu ou pas du tout à Deleuze et Guattari, mais ça passe par effectivement la biologie, la connaissance de la biologie, etc. Donc oui, ça aussi, c'est une piste tout à fait passionnante à explorer. Ça, c'est les devoirs pour l'année prochaine. Oui, effectivement. Alors, bon, pour essayer de continuer peut-être à explorer, moi, il y avait aussi une idée qui me semblait vraiment intéressante à prélever pour aujourd'hui. C'est justement dans cette histoire mondiale, il se propose de faire une chose qui, moi, je trouve fondamentale, et c'est d'extraire, c'est de détacher l'histoire d'une vision linéaire, progressiste, où il y aurait une histoire continue du développement, etc., pour aller extraire des grands paradigmes de rapport au territoire, de grands paradigmes de rapport à la territorialisation et ils en font justement, ils les historicisent, enfin ils les localisent dans l'histoire en tant que ce que tu disais, point d'émergence d'un certain type de rapport au territoire, d'un certain type de rapport aux politiques, à l'ordre, à l'autorité. Et d'un autre côté, ils ne cessent de vouloir nous faire comprendre que ces grands paradigmes, qui sont au nombre de 3, ne cessent de coexister et de vivre encore aujourd'hui et d'être en tension les uns avec les autres. Et je crois que ça, c'est vraiment très important, et notamment pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans des on pourrait dire, des revivals de modes d'être, de modes d'existence qu'on croyait perdus, ou qu'on croyait complètement arriérés, ou qu'on pensait être de l'ordre vraiment d'une préhistoire. Et on voit qu'ils ont une pertinence dans notre contemporanéité. Et il me semble que cette approche-là, par paradigme, on pourrait peut-être comparer ça avec Agamben, qui essaie de piocher à l'intérieur de l'histoire des grands paradigmes, je trouve que ça, c'était absolument aussi crucial, et qu'on le mobilise pas, ou ça se fait, mais ou Descola aussi, quelque part, dans sa grande vision des grandes modalités de rapport à la nature, il cherche, ou il prolonge ce geste-là. Alors là, c'est l'autre point sur lequel, d'après moi, il faut travailler. Donc, tu es en train d'évoquer tout le programme de recherche des années à venir, ce qui me provoque une énorme angoisse. Parce que je suis, effectivement, à ce moment où il y a plein de choses à faire de fin d'année universitaire, j'essaie d'oublier les devoirs à la maison, mais là, effectivement, c'est les devoirs. Alors, ce que tu dis est totalement, ça va totalement, je ne peux pas dire c'est pertinent ou pas, mais je veux dire, ça va totalement dans le sens de ce que je voudrais explorer. Parce que là, par exemple, il y a eu des études absolument passionnantes, des thèses, etc., très pointues, qui ont étudié le Mille Plateaux comme un traité d'économie politique. Ce qui peut être une entrée. Sauf qu'en traitant les liens avec toutes les théories d'économie politique, les 3 moments de l'histoire universelle et la manière dont ça rentre en lien avec l'économie, etc., les personnes qui menaient ces enquêtes oubliaient tout à fait ce lien au territoire, qui paraissait un peu incongru quand on parle d'économie, de flux, etc., etc. Et là, je trouve que c'est pour ça, c'est la difficulté de lire, parce que c'est fait en utilisant plusieurs critères qui peuvent être en même temps l'art, la philosophie, la géographie, l'économie, etc. Mais le fait d'en isoler un sur un autre fait que le sens total du chapitre, du plateau est perdu. Donc, il faut faire une gymnastique mentale dans laquelle il faut le lire en tant que philosophe ou artiste ou économiste, sans jamais oublier qu'en même temps, il est question de littérature, de psychiatrie, etc. Donc, c'est une gymnastique mentale importante. Ce que tu dis, c'est absolument pertinent, et ça fait penser irrésistiblement aux théories à l'anthropologie anarchiste, qui est en train de faire essentiellement ce boulot-là. C'est-à-dire aller relire l'histoire de l'humanité en disant qu'il n'y a aucune donnée inéluctable. Alors, je récapitule, parce que ça c'est un point très compliqué. C'est-à-dire, si vous lisez l'histoire universelle de l'Anti-Édipe,
vous avez quelque chose qui à première vue peut paraître caricatural, d'ailleurs c'est très ironique, etc. Une succession entre sauvages, barbares et civilisés. Donc les sauvages, c'est les sauvages hein, qui vivent dans les tribus, dans la forêt. Les barbares, c'est ceux qui organisent les premiers États militaires, étatiques, etc., avec une armée, tout ce que vous voulez. Et les civilisés, pas vraiment civilisés, ce serait le système capitaliste et ce qui s'ensuit. Bien évidemment, ce n'est jamais comme ça. Donc, ils expliquent, effectivement, comme le disait Frédéric, d'une façon extrêmement fine et complexe, la manière dont chacun de ces systèmes se rapporte au territoire et comment on retrouve dans chacun une anticipation ou une trace de ce qui est suivi, de ce qui va venir. Par exemple, il y a une des références essentielles, qui est la référence aussi des anthropologues anarchistes actuels, c'est la référence à Pierre Clastre, La société contre l'État. Donc, si on suit l'hypothèse de Pierre Clastre, il vous dit que les sociétés dites primitives, sauvages, traditionnelles, comme on veut les appeler, sont engagées toujours dans une manière de conjurer qu'un pouvoir étatique ne se forme. Hein. Et donc, toute l'anthropologie et les études de la préhistoire actuelle tendent à montrer qu'il n'y a aucun caractère inéluctable qui devrait porter de la communauté plus ou moins ouverte à l'État, à la ville, etc. Cette linéarité qu'on nous a appris de partout un peu, mais que nous pourrions très bien, ça a été la conséquence de contingences économico-matérielles, politiques, que toujours, à toute époque de l'histoire, ont coexisté des formes différentes d'organisation politique. Donc, il dit, c'est pas parce qu'il y avait l'État à un moment qu'il y avait plus que des États. Il y avait des communautés, il y avait des organisations qui essayaient de s'organiser autrement. Tout ça pour arriver à l'idée que aujourd'hui, il n'est pas inéluctable que nous vivions dans un État organisé tel qu'il est, avec l'économie telle qu'elle est, mais que nous pourrions concevoir autre chose, que rien ne s'y oppose. Donc là, il y a Homo Domesticus de James Scott, et il y a un autre livre qui a été traduit en français avec un titre stupide, mais qui est un très beau livre qui s'intitule Au commencement était, et qui reparcourt toute l'histoire des formes politiques avec cette idée de coexistence qui n'est pas un développement linéaire, qui a été écrit par Greber avec un spécialiste de préhistoire qui donc intègre toutes les connaissances les plus récentes et les plus pointues dans les domaines de la préhistoire. Et ils vont exactement dans le même sens. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est assez étonnant la manière dont là aussi, en tout cas, ils avaient beaucoup lu, avaient lu très attentivement des livres d'anthropologie, etc. C'était pas de la connaissance superficielle. Hein. D'ailleurs, on n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour lire tout ça de façon aussi approfondie. Parce qu'à première vue, on a l'impression qu'ils citent des livres qu'ils ont à peu près ouverts, après oubliés. Pas du tout. C'est-à-dire que quand on va faire une étude assez fine de la manière dont ils manient les références, ce sont des bouquins qu'ils connaissent de façon très, très précise. Et donc, ils sont capables de mener une discussion, un débat qui est celui qui intéresse à chaque fois l'histoire, l'anthropologie, l'économie, etc. Et donc là, effectivement, il y a plusieurs lecteurs qui commencent à relire cette histoire universelle à la lumière des nouvelles découvertes de la préhistoire ou des nouvelles réflexions de l'anthropologie anarchiste sur cette non-inéluctabilité des passages d'une forme à l'autre. Et c'est vraiment très, très contemporain là aussi. C'est ça qui est assez étonnant. C'est pas pour dire qu'ils ont toujours raison, c'est pour dire que il y a des choses qui n'ont pas du tout vieilli, au contraire, et qui ne vieillissent même pas face aux connaissances scientifiques qui sont très récentes, que donc eux, ils ne pouvaient pas avoir en 1980. Il y a une capacité d'anticipation, je trouve, qui est assez impressionnante. Oui, et moi, je trouve que cette capacité, elle est quand même reliée intrinsèquement à cette capacité de mêler ensemble tous ces champs disciplinaires, en fait. Et avec un sérieux, le plus grand sérieux possible, mais qui est jamais plébiscité dans les champs universitaires classiques.
hein, ou c'est pour ça que en anthropologie, on a considéré justement que le chapitre qui revient sur l'anthropologie de l'Oedipe, etc., était pas forcément le plus rigoureux scientifiquement, et qu'il y a toujours cette possibilité, je trouve, pour qu'un spécialiste d'un des plateaux vienne et dise, bon, c'est la réflexion d'un amateur éclairé, philosophe, mais est-ce qu'on a là la rigueur d'un spécialiste? Et souvent, pour moi, c'est simplement une manière de dire je ne vais pas prendre le temps de le lire. Et premièrement, de ne pas prendre le temps de lire ce livre-là, mais j'ai le droit de ne rien lire de ce qui n'appartient pas à mon domaine réservé en tant que spécialiste. Et c'est ce qui fait presque la condition de possibilité du sérieux d'un scientifique quand il se présente devant les autres. C'est j'ai su correctement castrer mon désir de savoir et le limiter au champ rigoureux d'un domaine précis dans lequel je peux décemment me présenter comme spécialiste pour être reconnu par mes pairs comme sérieux dans mon domaine. Et donc, on a là comme une impossibilité structurelle à mettre en œuvre de fait une transversalité des savoirs et donc à aller explorer l'ensemble des angles morts que crée ce non-dialogue entre les sciences. Et à mon sens, c'est ce qui fait l'archaïsme de tous les spécialistes. C'est-à-dire qu'en fait, tant que ça ne se produira pas, eh ben, on trouvera toujours que par rapport à ces problèmes qui montent à l'horizon et qui ne font que grossir, on trouvera toujours le même problème. Parce qu'effectivement, si on est parti du principe que pour régler la triple crise contemporaine, il faut absolument penser l'économie, mais à partir de la constitution subjective, la constitution subjective à partir d'une conception du vivant et de la terre qui soit elle-même imbriquée dans une conception de l'économie, mais aussi de la linguistique, etc., et que structurellement on nous empêche de le faire en nous discréditant dès qu'on essaye de le faire, alors à ce moment-là, on continuera à vouloir régler le problème économique sans rien comprendre au territoire, problème écologique, etc., etc. Et donc, on a quelque chose, mais alors là, de structurellement, où c'est la restriction, l'angle mort et l'impossibilité de résoudre le problème qui gagne. Et ce qui triomphe toujours, et ça, c'est pour le coup, Bruno Latour a dit, il n'y a pas d'épistémologue d'autre que d'épistémologue d'État, c'est-à-dire que l'épistémologie, elle est toujours déjà liée à une conception du pouvoir qui vient définir un champ de savoir. Heureusement qu'il se le dit à lui-même, hein, comme on dirait en Italie. En Italie, il y a une très belle expression qui dit dis-le toi-même. Pourquoi? Parce que effectivement, le penser comme penser Latour, ça c'est une parenthèse. Penser Latour comme révolutionnaire, moi, ça me fait doucement rigoler. Non, parce que je dis, il y a plein de mouvements militants, etc., qui se l'approprient comme un grand penseur révolutionnaire. Là, j'ai du mal. Hein. Ouais. Donc, après, bien sûr, révolutionnaire du point de vue de la mise en place des savoirs, etc., mais politiquement, non. Ouais, parce que bon, lui-même, quand même s'il est allé attaquer, hein, justement, c'était le fait que souvent l'épistémologie permet de ne pas réfléchir aux impacts politiques de sa discipline en tant qu'elle est un champ réservé à des spécialistes. Donc c'est une manière de, mais comme dirait Deleuze et Guattari sur la psychanalyse, dès qu'on en fait un champ autonome, on le dépolitise. Et donc on ne cherche pas à comprendre les impacts de l'effet épistémique quasiment. Mais d'où la magnifique parce que je dis que malheureusement, elle est en train de réussir la magnifique opération de dépolitisation de tous les savoirs académiques, universitaires, etc., qui est faite effectivement par les évaluations de plus en plus spécialistes, le fait qu'il faut à chaque année dire dans quelle case on se situe, etc. Donc, il y a un discours qui est un discours omniprésent sur la transdisciplinarité, interdisciplinarité, etc., sans que pour autant personne ne fasse la différence entre les choses. Parce que, par exemple, il y a des approches qui, là aussi, l'ami, comment il s'appelle, Tim Ingold a beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire, il y a aussi des approches qui sont infradisciplinaires ou indisciplinaires qui peuvent être beaucoup plus intéressantes que la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité mal faite. Mais donc, on a ce discours et après, dans la pratique, pour être reconnu en tant, comme tu dis, que physicien, chimiste, géographe, etc., il faut
se spécialiser de plus en plus, parce que plus la focale est restreinte, et moins, effectivement, on tient en compte la globalité, et donc, on tient un discours qui peut être politique. Donc, moi, par exemple, qu'il faille être rigoureux et scientifique dans la philo, ou dans la socio, ou dans l'anthropo, c'est un truc qui me... Pas pour dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais c'est pas l'essentiel. Après, c'est-à-dire la rigueur et la scientificité sont un point de départ, mais si on en reste à ça, on n'a rien fait. C'est-à-dire après, il faut en faire autre chose. Donc, moi, récemment, j'ai participé à un jury de thèse en sociologie. Je ne le ferai jamais plus. Parce qu'il y avait bon, elle se reconnaîtra, mais elle ne nous écoutera pas, c'est pas grave. Il y avait une jeune femme qui avait mené pendant des années une enquête passionnante sur les graphes, etc., le street art en France et au Canada, qui avait interviewé plein de gens, qui avaient pratiqué elle-même. Et après, on se retrouve avec une thèse de 300 pages, dont 200 sont occupés à expliquer la méthodologie scientifique qu'elle a utilisée et à quel auteur elle se rapporte, etc. Et tout ce travail de recherche qui aurait dû être passionnant se retrouve compressé en 100 pages. Et quand on dit pourquoi, mademoiselle, vous avez fait ça, elle répond parce que mes profs me l'ont expliqué si je veux avoir un poste à la fac. C'est qui est, mais c'est que ça, c'est en train de devenir, c'est très, très compliqué. Donc, il y a la notion de transversalité chez Guattari qui est très belle, et qu'il y a un article, je ne sais plus lequel, dans Psychanalyse et transversalité, mais cette notion d'infradisciplinaire, moi, je me paraît très, très opératoire dans le cas de Mille Plateaux, parce qu'effectivement, on parle d'anthropologie, mais cette anthropologie est traversée par la philo, par des références à l'art, à la musique, etc. C'est très difficile à faire, mais c'est effectivement, ça va à l'encontre de cette hyper-spécialisation qu'on recherche. En même temps, ce qui est assez étonnant, c'est des cas rares, hein, mais moi j'en connais un, d'un ami qui est un géographe tout à fait scientifique, tout à fait reconnu, etc., qui a toujours travaillé avec des artistes et qui connaissait très très bien Deleuze et Guattari, qui la première année, pour apprendre la carte, faisait travailler les étudiants sur les pages de rhizome ou sur des modèles de cartes faits par des artistes, hein, sans pour autant quitter le caractère scientifique précis, etc., épistémologique. Non, mais effectivement, il y a un appauvrissement du savoir en général par procédure d'évaluation, hein, par procédure de focalisation de plus en plus d'investissement, d'enjeux économiques, etc., effectivement, par recherche de la scientificité, avec un idéal de scientificité qui date de la fin du 19e siècle. Absolument. Et peut-être quand même pour moi, de la même manière, je ne suis pas du tout là pour dire qu'il n'y a pas une consistance épistémologique propre à un champ et qu'il faut savoir parfois respecter, au moins, en fait, le seul endroit où l'épistémologie est intéressante, c'est pour savoir jusqu'où porte l'argument dans son domaine de pertinence. Et je crois qu'il est absolument fondamental de le respecter. Et je l'ai souligné, moi, à plusieurs reprises au courant du séminaire, où on a pu voir, par exemple, des psychanalystes faire des remarques sur la politique qui étaient pertinentes dans le champ de la clinique, qui a pour vocation la singularité, mais qui deviennent réactionnaires dans le champ de la politique. Et inversement, des remarques faites par des courants féministes ou du genre sur la pratique analytique, qui sont, encore une fois, pertinentes dans le champ politique, mais pas dans le champ de la psychanalyse. Donc là-dessus, je pense que l'épistémologie a beaucoup de choses à nous apprendre pour créer les conditions d'un dialogue fertile, c'est-à-dire où on sait jusqu'où un argument est pertinent pour parler d'un domaine et à quel endroit, en fait, il y a une généralisation indue qui fait qu'on voudrait juger un autre domaine à partir d'un argument qui ne lui correspond pas. Et moi, je pense que sur cette question de croisement complexe entre la philosophie, la psychanalyse, la théorie du genre, du post-colonial, etc., le gros pavé que j'ai encore pas fini de Paul Preciado est quand même important, comme au-delà du contenu peut-être, comme effectivement création d'un savoir tératologique. Hein, je suis le monstre qui vous parle. C'est effectivement, moi je pense qu'il faut aller vers un savoir monstrueux
au sens qu'il se compose de plein Frankenstein, il se compose plein de bouts, etc. Mais après tout l'effort, il ne s'agit pas juste de mettre ensemble des trucs. Après, l'effort, c'est effectivement le coup de génie, ça consiste à faire en sorte que tout ça tienne. Et que Frankenstein ne vous tue pas. Donc là, par exemple, ça tient. Je trouve que le boulot fait par Preciado tient et tient au-delà des discours absolument affligeants à mes yeux, de l'appartenance à une communauté, de la reconnaissance des identités, tient sur une identité qui serait basée sur l'ouverture de toutes les identités. C'est qu'il n'est pas très loin, même pas vraiment, de la production de subjectivité telle qu'ils la pensent nos amis de Deleuze et Guattari. Absolument, il faut rappeler que Je suis un monstre qui vous parle s'ouvre sur quoi? Sur une réappropriation d'une nouvelle de Kafka, sur un devenir, alors c'est le devenir homme du singe Pierre le Rouge en fait, et donc tout de suite il se présente comme à la fois lecteur de Kafka et pris dans un devenir minoritaire et sous condition, je dirais, deleuzo-guattarienne, en fait. Et voilà, ça c'est une remarque sur Preciado, effectivement, qui va revendiquer une filiation deleuzo-guattarienne pour penser un dépassement de l'idée de genre ou de sexe à partir de la notion de devenir. Et d'un devenir, justement, qui va dans les deux sens, parce que là aussi, peut-être, on pourrait revenir là-dessus. Ce qui me semble fondamental, c'est toujours de bien souligner que c'est pas le devenir animal où on deviendrait intégralement animal, c'est pas le devenir femme où on devient, etc., on devient minoritaire, mais c'est qu'il y a toujours un va-et-vient. Et donc, je pense que là aussi, à mon avis, alors je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas lu Deleuze et Guattari. Il n'y a pas d'assignation à une position. C'est pas parce qu'on devient femme qu'à un moment on est femme et on ne peut pas redevenir autre chose. Et puis il y a une coaffectation des deux pôles, c'est-à-dire que quand ils prennent l'exemple de la guêpe et de l'orchidée, la guêpe est déterritorialisée par l'orchidée, mais l'orchidée elle-même déterritorialisée par la guêpe, et il y a un devenir avec commun des deux qui s'auto-affectent et changent. Donc une fois que les deux pôles sont rentrés en devenir, il n'y a plus d'identité des pôles originaires, et donc il y a un devenir commun. Non, ben pour ça, je pense que le trouble de Haraway, il est vraiment important aussi. C'est la manière dont elle définit le trouble entre le vivant, le non-vivant, le domestique, le culturel, le fictionnel et le scientifique, justement, parce qu'il y a tout le travail qui est fait par elle et par Vinciane Després pour faire une sorte de fiction scientifique. Comment ça s'appelle s'appelle le truc de Vinciane Després sur le poulpe, Vivre comme un poulpe, autobiographie d'un poulpe. Ça, je vous le conseille parce que c'est quand même un genre, un style fictionnel sublime dans le sens où, d'une part, il y a une connaissance, justement, il y a une connaissance extrêmement pointue des développements de la biologie marine, fonctionnement, comportement du poulpe, etc. Et après, il y a l'invention d'une discipline, comment ça s'appelle, la langue des animaux. Bon, bref, je ne me souviens plus. Mais c'est une magnifique fiction scientifique à valeur politique et philosophique qui est magnifique. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez jamais eu l'occasion de lire ce livre très étrange de Wilhelm Flusser qui s'appelle Vampirotetus Infernalis. Comment ça s'appelle? Vampirotetus Infernalis. Je t'envoie la référence. Okay. Donc, en gros, c'est Flusser, vous voyez, c'est un théoricien des médias, du cinéma, etc. Complètement, lui aussi, singulier, dirons-nous, pour ne pas dire fou furieux, qui a vécu dans plusieurs pays et qui a été très déterminant en plus à un moment dans la définition de la théorie du média, du cinéma. On est en train petit à petit de traduire tous ces textes qui ont été écrits dans différentes langues, parce qu'il écrivait en portugais, en italien, en allemand, etc. Et dans tout ça, à un moment, il a collaboré avec un artiste qui a passé toute sa vie à inventer des animaux. Mais inventer des animaux c'est-à-dire, vous voyez, là, moi j'ai mis des mois et des mois à comprendre que c'était une fiction. C'est-à-dire, vous voyez, là, vous avez un livre sur une comparaison très improbable entre un poulpe des abysses et l'être humain. Poulpe des abysses s'appelant Vampirotetus Infernalis. Et à la fin, vous avez des planches qui vous montrent toute l'organisation
du poulpe, comment elle est composée, ses tentacules, etc. Tout ça, c'est une production artistique complètement fictionnelle. Donc, vous avez ces mélanges aussi qui sont prônés par Haraway, Vincent Després, etc., entre la fiction et la science, qui sont absolument, dans la mesure où la science a toujours eu une composante extrêmement fictionnelle. Ça a été une invention assez extraordinaire, toujours. Ça me fait penser justement qu'il y a dans le plateau, justement sur la géologie de la morale, où ils reprennent ce grand débat qui a eu lieu entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire autour de l'évolutionnisme, etc., de la doctrine de l'évolution en biologie, est-ce qu'il y avait des sauts entre les espèces, est-ce qu'il y a une continuité entre les espèces, est-ce qu'on peut imaginer que la tête, si on fait un pliage, se retrouve à côté des pieds, etc. Mais c'est là où on voit que, oui, mais c'était des grands scientifiques. C'était des grands scientifiques qui ont c'est-à-dire que les scientifiques ont une grande imagination parce qu'ils doivent imaginer effectivement, là, cette histoire du répliant. Comment il s'appelle, le monsieur qui fait une très belle émission sur France Culture le matin, Jean-Claude Amezen, qui reparcourt un peu toutes ces histoires de la science, le savoir buissonnant de Darwin, etc. Et vous voyez que c'est une histoire totalement fascinante qui n'a rien à voir avec comment on dit, la scientificité telle qu'on nous la propose. D'ailleurs, dans les sciences sociales, à ma connaissance, ce débat sur la scientificité des sciences sociales a eu lieu à la fin du 19e, au début du 20e, et ça avait été résolu. Donc, à chaque fois où on me dit, nous sommes sociologues, et donc dans notre discipline, il faut qu'on soit scientifique, je dis, votre idée de scientificité remonte au début du 20e siècle. Ils sont très vexés, mais on s'en fout. C'est-à-dire, la notion de scientificité a évolué depuis un siècle. Et par contre, dans les universités, on continue à avoir ces scientifiques, c'est pas scientifique, sur des critères absurdes.